En février, il n'y aura pas d'autres plénières. Bon, parce que vous le savez, le week-end prochain commencent les vacances scolaires. Un certain nombre d'entre nous sont enseignants, d'autres grands-parents. Et donc sont un peu obligés pendant cette période. Et la fin de février, malgré le 29e jour de cette année, n'est peut-être pas suffisante pour organiser une autre plénière. Alors, en mars, nous aurons d'une part un conseil d'administration qui ne concerne pas bien sûr tout le monde, mais qui concerne certains d'entre vous, et où nous reparlerons, parce que nous en avons parlé la dernière fois, des questions qui agitent l'avenir du cercle et sa façon de fonctionner, que certains estiment satisfaisante, d'autres qui pourraient être améliorées. Donc on va en parler, ce sera le 11 mars. Et nous avons prévu aussi une plénière dont nous avons la date aujourd'hui. Jean-Claude Danrard m'a prévenu cet après-midi que le professeur Grimaldi, qui est professeur à la Salpêtrière, viendra nous parler de l'hôpital et de ses crises. Donc ce sera le 25 mars, vraisemblablement ici, parce que c'est une autre information. Les travaux de la salle rue Récamier, où nous avons nos habitudes, continuent. Et donc apparemment, nous ne pourrons toujours pas l'occuper, et vraisemblablement pas avant l'été, ce qui est regrettable pour nous, bien que nous soyons bien ici aussi, mais disons que le Sèvres-Babylone, tout le monde le reconnaît, est plus central, en tout cas pour un certain nombre de gens, qu'ici. Mais ici, nous sommes fort bien accueillis quand même, et je trouve qu'être sur la place des brigades internationales est quand même une heureuse situation. D'autres projets qui ne sont pas datés, mais qui auront lieu sans doute entre mars, avril, mai, juin. D'une part, de faire ce que nous avons pris l'habitude de faire depuis quelques années, c'est ce que nous appelons nos remue-ménages, c'est-à-dire qu'entre nous, membres du cercle, mais aussi en invitant nos invités habituels, nous discutons sur une ou plusieurs questions où chacun apporte ses opinions, son expertise, parce qu'il y a pas mal d'expertise dans notre cercle, et nous essayons d'avancer sur cette question. Nous avons eu par exemple un débat sur la démocratie en 2018, un autre sur le grand débat national l'an dernier, qui ont plutôt été très fructueux pour tous ceux qui ont participé. Et d'ailleurs, les comptes rendus paraîtront dans la prochaine lettre qui va bientôt paraître, avec quelques petits retards, mais qui va paraître dans ce mois-ci, je pense. Vous verrez les comptes rendus de ces plénières. Donc nous aurons sans doute un remue-ménage entre mars et avril. Peut-être autour de mars-avril aussi, il n'a pas encore répondu. Nous demandons à Éloi Laurent de nous parler de ce que pourrait être une politique économique et sociale dans un monde en transition écologique. C'est un peu l'objet de ses travaux. Il est à l'OFCE et à Sciences Po. Nous avons quelques autres projets, mais qui ne sont pas formalisés complètement. Donc je préfère attendre un tout petit peu et peut-être la prochaine fois pour vous en parler un peu mieux. L'un d'entre eux, c'est de reparler du réchauffement climatique, mais sous une autre forme, et là nous avons un petit débat entre nous, donc je préfère vous en reparler une prochaine fois. Alors ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Akram Belkaïd, qui a écrit il y a c'était un peu plus d'un an, enfin c'est paru l'an dernier, un ouvrage particulièrement intéressant qui s'appelle L'Algérie, un pays empêché, en 100 questions. Donc il vient de m'apprendre qu'il serait réédité à partir de mars 2020, en tenant compte bien sûr de beaucoup d'événements qui ont changé l'Algérie au cours de l'année 2019. Il est journaliste, essayiste, journaliste au monde diplomatique que nous connaissons tous plus ou moins de près.
Il est chroniqueur aussi au quotidien d'Oran, où il publie 2 chroniques par semaine, la chronique du Blédard, qui a été, je crois, rassemblée d'ailleurs en ouvrage. Hein. Voilà. Sous le même titre, si je me souviens bien. Donc ça peut être lu non pas simplement chaque semaine, mais ça peut être lu aussi dans un livre. Alors, il nous fait l'amitié de venir ce soir nous parler de l'Algérie, qui est un pays qui, bien évidemment, lui va au cœur, mais à nous aussi, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre nous, certains qui sont ici dans cette salle, ont eu un rapport direct ou plus ou moins proche avec l'Algérie, à un moment ou un autre de leur vie, de leur carrière. Et on sait très bien qu'entre l'Algérie et la France, ne serait-ce que parce que nous avons tous le souvenir de 62 et d'avant et d'après, et plus récemment de la question des immigrés en France, qui ne viennent pas que d'Algérie, mais sans doute la question immigrée algérienne est plus tenace, plus difficile, plus douloureuse pour certains que d'autres. Donc, depuis le 22 janvier 2019, l'Algérie s'est mise en mouvement pour refuser un nouveau mandat d'Abdelaziz Bouteflika et pour exiger des réformes profondes du système politique et de la société. Ce mouvement populaire, le Hirak, implique particulièrement la jeunesse et c'est quelque chose de nouveau. Même si ça avait commencé à se manifester avant, ça a été très fort à ce moment-là. Le président est parti, nous le savons tous. Des manifestations récurrentes, comme celles que nous connaissons aussi chez nous, mais d'une autre nature et d'une autre ampleur, ont eu lieu toute l'année 2019. Je vais faire la même chose, je vais arrêter bien parce que... Et il a réussi, ce mouvement, à faire partir le vieux président et à reposer plusieurs fois les élections présidentielles dont les conditions ne peuvent que perpétuer le régime contesté. Et nous l'avons bien vu le 12 décembre, hein, que le nouveau président, et il apparaît de plus en plus comme un ancien président, est en fait une sorte de mandataire de l'ancien régime, et il continue plus ou moins la politique ancienne. On s'interroge avec intérêt et avec anxiété parfois pour savoir si l'Algérie va pouvoir changer de mode de développement, d'avenir. Vous avez titré votre ouvrage « L'Algérie, un pays empêché », empêché d'avoir un autre avenir. Et ce qui est intéressant aussi dans le mouvement de 2019, c'est qu'il s'est présenté comme demandant de nouveau l'indépendance, comme s'il n'avait pas vécu depuis 1962 réellement l'indépendance. Donc c'est un mouvement qui, de ce point de vue-là, est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, semble-t-il, et touchant beaucoup de couches dans la société que, excusez-moi, que d'autres mouvements du printemps arabe. Voilà, donc Akram Belkaïd va nous exposer ce soir son point de vue sur cette Algérie qui semble toujours empêchée et qu'on aimerait, je pense que là, l'avis est unanime, voir suivre d'autres chemins que celui qu'elle a suivi depuis 1962. C'est à vous. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et merci pour me donner l'occasion de m'exprimer sur la situation en Algérie. Il y a bien entendu beaucoup de choses à dire, donc je suis sûr que nous aurons l'occasion de compléter mon propos liminaire par l'échange que nous allons avoir, des questions-réponses. Pour ma part, j'aimerais d'abord commencer par rebondir sur le titre que j'ai choisi pour le livre, qui est un pays empêché. Pourquoi j'ai utilisé cette expression ? C'est tout simplement que quand on regarde l'Algérie actuelle, celle de 2020, on se rend compte que sur le papier, c'est un pays qui jouit d'un nombre certain d'avantages.
C'est un pays qui a une assise démographique importante, qui a plus de 40 millions d'habitants, on parle de 44 millions d'habitants. Il y a une population jeune, il y a une population active, potentiellement active, qui pourrait être supérieure au nombre de retraités, ce qui, en termes économiques, est toujours une condition positive en matière de développement. C'est un pays qui a donc, toujours pour rester sur cette question de la population, a une population en grande partie éduquée, des universités aux quatre coins du pays, il y a des gens qui sortent des universités, des médecins, des ingénieurs, donc le capital humain, comme on dit, est disponible. Mais ce n'est pas tout. C'est un pays aussi qui a, et on en parle beaucoup, une énergie bon marché, puisque c'est un pays producteur de pétrole et de gaz naturel. C'est aussi un pays qui dispose d'un gisement potentiel d'énergie solaire immense avec le Sahara, et qui donc possède cette seconde exigence en matière de développement, à savoir l'accès à une énergie bon marché, en tout cas pour ce qui le concerne. L'autre point aussi, c'est que c'est un pays qui a de l'argent. L'Algérie, ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas le Maroc. Malgré toutes ces difficultés, l'Algérie a de l'argent. Elle a à la fois des réserves de change qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont conséquentes. Aujourd'hui, elles sont à 62 milliards de dollars. Elles étaient à 200 milliards de dollars il y a encore quelques années, mais c'est un matelas intéressant. Et c'est donc un matelas susceptible d'aider à financer une transition. Il y a aussi de l'argent à l'extérieur du pays. Les fortunes des Algériens à l'étranger ne sont pas négligeables. On parle d'un stock de 200 à 300 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Et tout cet argent pourrait demain s'investir dans le pays pour peu que les conditions soient possibles et qu'il y ait des changements profonds pour convaincre les investisseurs d'aller en Algérie. Donc je résume, les hommes et les femmes, le capital, l'argent, l'énergie, et puis autre facteur fondamental qu'on oublie parfois, qui est l'eau. L'Algérie est certes un pays en stress hydrique de manière régulière, mais ça demeure un pays qui dispose de ressources hydrauliques importantes et qui a donc une agriculture qui continue d'exister. On dit beaucoup que l'agriculture algérienne a décliné depuis l'indépendance, c'est pas faux, mais en même temps, elle existe encore et c'est de loin l'un des postes qui emploie le plus de monde en Algérie et qui contribue à diminuer la dépendance alimentaire de l'Algérie si on devait la comparer avec un autre géant d'Afrique du Nord qui est l'Égypte. Voilà, les hommes et les femmes, le capital, l'eau et l'énergie. Donc, a priori, c'est un pays qui dispose de toutes les compétences et de tous les atouts possibles, sans oublier, bien entendu, une diaspora qui vit à l'étranger qui est disponible. Mais quand on regarde tous les classements internationaux, quand on prend par exemple l'indice de développement humain, lorsqu'on regarde les progrès en matière, enfin les classements en termes d'université, de lycée et même de collège, on voit que l'Algérie est quand même loin derrière. Alors bien entendu, il y a eu des progrès. Un pays où l'espérance de vie a progressé quand on la compare à ce qu'elle était au moment de l'indépendance. Mais, si vous voulez, le constat général, c'est que si on devait se mettre à la place d'un enseignant et qu'on devait mettre une mention sur le bulletin scolaire, on mettrait peu mais fait peu. C'est-à-dire que l'Algérie est loin, mais vraiment très loin, de son potentiel en termes économiques. Et la raison en est le blocage qui existe à tous les niveaux de la société, notamment sur le plan politique, sur le plan du verrouillage politique de ce pays depuis l'indépendance, d'une manière ou d'une autre, et qui fait que les énergies, les compétences sont bridées et souvent n'ont pour seule possibilité que soit l'adhésion à un système clientéliste, soit le départ. Ce qui explique le nombre important d'élites algériennes qui vivent à l'étranger. Voilà, c'est ce pays empêché qui a fait par exemple que
En 1999, au sortir d'une décennie assez terrible de guerre civile, le système politique qui gère ce pays depuis l'indépendance, qui est notamment dans la colonne vertébrale et l'armée, en tout cas les services de sécurité de l'armée, ont fait appel à un homme qui venait du sérail, qui avait été mis sur la touche, qui avait totalement disparu des radars et qui est revenu, je pense à Abdelaziz Bouteflika, et qui a été donc élu en 1999 au terme d'une élection électorale, enfin d'une compétition électorale qui était jouée d'avance et ce qui avait poussé les candidats de l'opposition de l'époque à se retirer. Le bilan de Bouteflika en 20 ans est assez critiquable, mais ce qui s'est passé surtout, c'est que c'est un homme qui a été diminué par la maladie et qui, à partir de 2009-2010, a commencé à être de moins en moins apte à sa fonction. Et ça a été totalement le cas à partir de 2013, au moment où il a eu plusieurs soucis médicaux qui l'ont rendu grabataire, incapable de s'exprimer, de se déplacer. Et depuis 2013, les Algériens ne l'ont plus vu prendre la parole en public. Et c'est cet homme qui a pu rempiler en 2014 pour un 4e mandat et qui se préparait tranquillement, en tout cas, à se présenter pour un 5e mandat. C'est ce qui, à mon sens, a constitué l'humiliation de trop pour la société algérienne, qui est sortie massivement dans les rues en février, le 22 février 2019. On arrive bientôt à l'anniversaire de ce mouvement, un vendredi, donc c'est un jour de congé, un jour de week-end en Algérie, pour dire non à un 5e mandat. Et à partir de là, vous connaissez la suite, ce mouvement a cessé de s'amplifier. On est passé de la demande du refus d'un 5e mandat à la demande d'un changement profond du système politique. Et en cela, c'est un mouvement, on l'appelle en Algérie le Hirak, H-I-R-K, ce qui signifie le mouvement ou le en-mouvement. Et donc le Hirak est à mon sens historique pour trois raisons principales. Il est historique parce qu'il a une dimension nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas juste Alger qui a manifesté. Ce sont toutes les villes de l'Algérie, ce sont des villages, ce sont... habituellement, l'Algérie, ça a toujours été de la contestation. Il y a eu de la contestation de manière régulière, à partir du début des années 80 y compris pendant la guerre civile. Mais le problème, c'était que les mouvements étaient souvent localisés, réduits à une région. Par exemple, je pense notamment à la Kabylie en 1980 ou en 2001. Ce qui fait que l'effet d'entraînement national était assez minime, assez marginal. Là, on a affaire à un mouvement qui alors effectivement, Alger pèse beaucoup, mais parce que c'est la capitale, mais vous avez des manifestations à Oran, à Sétif, à Annaba, à Constantine, à Tlemcen et dans d'autres villes. Parfois, dans certains villages, c'est 30, 40 personnes tout simplement qui se réunissent, mais tout de même, on n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu, depuis l'indépendance, les seuls moments où tout le pays vibrait à l'unisson, c'était certainement après des victoires sportives, mais jamais pour des raisons politiques. Donc voilà, et ça je crois on n'en a pas souvent parlé, et c'est vraiment un point important, ce côté national. La deuxième raison pour laquelle ce mouvement est historique à mon sens, c'est bien entendu, je dirais, son caractère inscrit dans la durée. On n'a pas eu une éruption populaire, des émeutes et puis les choses reviennent au cours normal. Ça aussi, l'Algérie en a fait l'expérience dans les années 80, dans les années 90. On a un mouvement qui dure depuis 1 an. Bon an, mal an. C'est-à-dire que on a dit le Hirak va s'arrêter après au moment du Ramadan. Et ben non, les gens ont continué à sortir malgré la faim, à manifester 2 jours. On a dit ensuite que le Hirak n'allait pas résister aux chaleurs de l'été. Alors certes, le mouvement a perdu en intensité, mais il ne s'est jamais arrêté. On a dit que le Hirak ne va pas survivre à la rentrée, ça a été le cas. Il ne va pas survivre à l'élection présidentielle voulue par le régime, ça a été le cas. Et aujourd'hui encore,
Hier encore, on était mardi, puisque aujourd'hui ça se décline en 2 temps, ce mouvement populaire. Il y a 2 rendez-vous dans la semaine. Il y a le rendez-vous du vendredi, où là c'est pratiquement beaucoup de gens sortent. Et puis il y a le mardi, qui à l'origine était la manifestation des étudiants, mais aujourd'hui on voit beaucoup de monde. Il n'y a pas que les étudiants qui manifestent le mardi. Et hier encore, donc, on avait la manifestation du mardi qui entraîne derrière elle beaucoup de gens. Le dernier grand moment important, massif, c'était tout de même le 1er novembre dernier. Je rappelle que le 1er novembre, c'est la date du déclenchement de la guerre d'Algérie, c'est la Toussaint Rouge, et donc c'est une fête nationale en Algérie, c'est un jour assez important. Et bien entendu, tout le monde s'attend à ce que les manifestations soient massives le 22 ou le 21, je ne sais plus quand, puisque ce sera un décalage d'un jour, février prochain, pour le 52e vendredi d'affilée de manifestations. Donc à la fois historique parce que national, historique parce que s'inscrivant dans la durée, et enfin historique, troisième point, parce que pacifique. Ça fait 52 semaines bientôt que les Algériens manifestent sans qu'il y ait vraiment de heurts majeurs, sans qu'il n'y ait de dégâts, sans qu'il n'y ait d'affrontements entre les manifestants et les policiers. Il y a quelques, bien entendu, frictions, mais pour un pays dont on a beaucoup parlé au cours des années 90 pour la violence qu'il a dévastée, pour un pays qui a connu énormément de violence dans son histoire au XXe siècle, que ce soit pendant la période coloniale ou même après, l'évolution est assez importante, elle est à signaler, c'est-à-dire que la population qui est sortie a très vite compris qu'il n'était pas dans son intérêt de recourir à la violence, que le régime ne pouvait faire qu'autrement que de se nourrir de cette violence. On l'a vu dans les années 90, c'est un régime capable de se nourrir de cette violence pour à la fois résister et s'imposer de nouveau. Là, on a un mouvement pacifique. C'est tout de même quelque chose d'assez important à la fois dans l'histoire des mouvements populaires de protestation en Algérie, mais aussi de manière globale dans le monde arabe. C'est quand même, on est loin du cliché, la fameuse expression « la rue arabe » qui, dans le langage des médias occidentaux, désigne des gens en colère, prêts à tout casser, et des foules vociférantes. Là, pas du tout. On est dans un système de démonstration, de manifestation, de gens organisés, de gens créatifs, ayant recours à l'humour, ayant recours à l'art, pour dire son fait au régime. Voilà pour le caractère historique du régime, du Hirak. Maintenant, deuxième point, pourquoi ce mouvement ? Pourquoi en 2019 l'Algérie a-t-elle basculé ainsi ? Je rappelle qu'en 2011, lorsque nous avons eu le printemps arabe, c'est-à-dire ces manifestations à la fois en Tunisie mais en Égypte qui ont mené à la chute du régime de Ben Ali et à la démission forcée de Hosni Moubarak en Égypte, mais aussi au soulèvement populaire en Libye, au soulèvement populaire en Syrie, à Bahreïn, en Jordanie, l'Algérie a très peu bougé. Elle n'a pas bougé non plus en 2014 lorsque on a forcé les Algériens à admettre l'idée d'un 4e mandat, alors que Bouteflika était déjà à l'époque grabataire et qu'il avait totalement disparu de la scène politique. Pourquoi en 2014 les rares manifestants qui ont investi la rue pour dire non à un 4e mandat n'ont pas été suivis, ils ont été arrêtés par la police sous les colibés d'une partie de la jeunesse qui les regardait de loin, et 5 ans plus tard, on se retrouve avec une situation totalement différente, avec des manifestations massives, plusieurs centaines de milliers de gens, en tout cas les premiers temps. Et là, c'est une analyse de l'évolution de l'Algérie au cours de cette décennie, qui permet de comprendre pourquoi les choses ont pu bouger. La première, et à mon avis le point le plus important, c'est qu'on a une jeunesse on a une nouvelle génération en fait. On a une nouvelle génération qui est moins encline à se laisser berner par les manœuvres et la propagande du système.
Si vous prenez un jeune qui est né à la fin des années 90, il a aujourd'hui 20 ans, voire un peu plus, et il n'a connu que la présidence de Abdelaziz Bouteflika. Il n'a pas connu ce qu'on appelle en Algérie la décennie noire, ou ce que moi j'appelle la guerre civile. Il en a entendu parler, mais il ne l'a pas connu. Il n'a connu qu'Abdelaziz Bouteflika, et il a vu une situation financière de l'Algérie se dégrader au fur et à mesure, c'est-à-dire une espèce de, je dirais, de bonne santé financière, parce que le baril de pétrole, souvenez-vous, au milieu des années 2000, on flirtait, on se rapprochait tranquillement des $100 le baril, et puis le baril est retombé à 30-40 $, un peu plus aujourd'hui, mais en tous les cas, ça s'est immédiatement fait sentir dans la capacité du pouvoir à redistribuer de l'argent. Donc, dégradation, et cette génération ne s'en laisse pas compter par le discours qui consiste à dire aux Algériens, c'est ou la stabilité ou le chaos. Et la stabilité étant bien entendu le fait de prolonger les mandats de Abdelaziz Bouteflika. Il y a, en septembre 2018, c'est-à-dire quelques mois avant le début du Hirak, la télévision algérienne a publié, a mis en ligne, diffusé plutôt, des images terribles qui avaient été tournées dans les années 90 à la suite des massacres massifs de population qui avaient ensanglanté le pays. Je ne sais pas si vous en souvenez, l'été 1997, avec des massacres à répétition dans la périphérie d'Alger, avec des bilans effroyables de 600, 700, 800, voire même parfois 1000 morts, des civils. Et donc la télévision algérienne a diffusé des images inédites, filmées juste après ces massacres. Et le message était très clair, adressé aux Algériens, c'était nous, le régime, ou ça. Le chaos, la guerre civile. Mais cet argument, il ne tient plus. Il n'a pas empêché les Algériens de sortir dans la rue. L'autre argument, l'autre raison pour laquelle les gens sont sortis dans la rue, c'est que finalement, après plusieurs années, les gens se sont habitués, entre guillemets, aux situations des pays voisins qui servaient de repoussoir. En 2014, quand vous discutez avec des gens à Alger, à Oran ou à Constantine, ils vous disaient, écoute, je n'aime pas ce pouvoir, je déteste ce pouvoir, mais entre subir ce pouvoir et vivre ce que vivent les Syriens ou les Libyens, je préfère à la limite ce pouvoir. Et ça a été pendant très longtemps un discours tenu par une bonne partie de la population pour expliquer, ma foi, pourquoi il y avait une certaine passivité de la population, alors qu'on voyait partout que les conditions du pays se dégradaient. Et bien même cela, aujourd'hui, ce n'est plus un argument, puisque lorsque il y a eu la première manifestation du vendredi pacifique, le Premier ministre de l'époque avait fait une déclaration en disant « Oui, mais attention, en Syrie aussi ça a commencé de manière pacifique et regardez où ils en sont ». Mais ça n'a pas réussi à faire peur aux gens, ça n'a pas réussi à convaincre les gens de rester chez eux. Ceux qui sont sortis les premiers sont les jeunes. C'est clairement eux qui ont initié le mouvement, qui ont dit non à un 5e mandat, et le catalyseur, c'est tout de même ce meeting organisé par le FLN sur les hauteurs d'Alger pour appeler et soutenir un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est un meeting qui s'est tenu début février sur les hauteurs d'Alger, dans une salle omnisport très célèbre parce qu'elle a vu passer beaucoup de monde, beaucoup de discours, mais là on avait un président absent, il n'était pas là, il est malade, donc il ne peut pas être présent, représenté par son cadre, une espèce de cadre immense avec sa photo, et des discours hagiographiques, totalement déconnectés du réel, avec une claque payée par le FLN, des gens à qui on a distribué ensuite des sandwichs en guise de récompense et de rémunération. Tout ça, bien entendu, diffusé en direct à la télé et rediffusé une deuxième fois. Et à partir de ce moment-là, les choses ont vraiment dérapé pour le régime, qui était persuadé que la 5e candidature, que le 5e mandat passerait comme une lettre à la poste. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu les réseaux sociaux commencer à s'échauffer, qu'on a commencé à avoir
des manifestations à l'intérieur du pays, notamment dans l'Est. Il y a une mairie, par exemple, où des gens sont venus, ont décroché le portrait géant de Bouteflika, l'ont mis en lambeaux, et soudain, il y a eu sur les réseaux sociaux des appels à manifester, et tout ça s'est concrétisé le 22 février. Les jeunes sont sortis, les plus âgés ont été plus inquiets et plus prudents, parce que beaucoup de gens ont encore en tête ce dont est capable ce système. Certains ne sont pas sortis parce qu'ils estimaient ils pensaient que c'était une manœuvre du régime et que ça allait très mal se finir, que ça allait se terminer par un bain de sang. D'autres ne sont pas sortis parce qu'ils se sont dit c'est vendredi que la manifestation est programmée et donc c'est un coup des islamistes, puisque le vendredi c'est le jour de la grande prière. Et c'est devant l'impact important du 22 février que la manifestation du 1er mars, du vendredi 1er mars et du vendredi 8 mars, ont atteint, je dirais, on parle de plusieurs millions de manifestants à travers tout le pays, ce qui est tout de même assez impressionnant. Alors, le Hirak a obtenu une victoire, même si on l'oublie, c'est que l'Algérie a échappé à un 5e mandat. C'est-à-dire, quand vous discutiez avec des diplomates, notamment y compris français, tout le monde était persuadé que Bouteflika allait être réélu et qu'on aurait cette situation d'un président absent et d'un cercle familial et d'intime gérant le pays à sa place et profitant de la situation pour se livrer à toutes sortes de prédations et de prébendes. Eh bien, Bouteflika a été obligé de démissionner et ça a fait rentrer le pays dans une situation assez d'incertitude totale, puisque très vite on a vu que le régime a eu du mal à organiser des élections dans la foulée. Et là aussi, ça me permet d'aborder un point, c'est que j'ai beaucoup entendu en France des gens me dire « mais on ne comprend pas très bien, mais pourquoi les Algériens ne veulent pas aller voter ?» Preuve, le président a démissionné. Là aussi, c'est une évolution et une évolution importante, c'est-à-dire que la population a compris que ces élections ne sont que démocratie ne veut pas forcément dire élection ou vice-versa. C'est-à-dire que à quoi bon organiser une élection présidentielle si le système reste le même, si tous les rouages du système restent les mêmes? On a trop tendance à confondre, à penser que les élections sont la solution. En réalité, les processus de transition qui sont en cours aujourd'hui dans le monde arabe, et la Tunisie l'a bien montré, c'est que l'élection, normalement, c'est la fin du processus de transition. C'est une fois qu'on a remis les choses en ordre, qu'on a purgé le système, qu'on a réformé l'administration, qu'on a assaini la machine électorale, qu'on peut organiser des élections. Et ça, c'est l'indication d'une maturité nouvelle au sein de la population algérienne qui a compris que de toutes les façons, s'il fallait aller voter tout de suite, ça ne donnerait que, non pas un Bouteflika, mais une autre façade légitime au régime. Et c'est ce qui s'est passé finalement en décembre. Je rappelle que c'est une élection qui a été organisée à la demande, je dirais non, c'est une élection qui a été organisée sur ordre de l'armée, qui s'est tenue avec un taux d'abstention officiel de 40%, donc on voit, enfin, inférieur à 39 et quelques %. Donc le taux réel est certainement bien moins important que ce qui a été annoncé officiellement. Donc beaucoup d'Algériens ne sont pas, une grande majorité d'Algériens n'est pas allé voter. Et donc c'est un désaveu pour le système, pour le régime. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un nouveau président, certes, mais la population, une partie de la population continue de le critiquer, d'exiger son départ, en tout cas de le considérer comme non légitime. Alors l'autre point dont on parle beaucoup, c'est mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui n'a pas de leader, pourquoi il ne négocie pas? Et là aussi, c'est une évolution assez notable qui a ses avantages et qui a ses limites. Les avantages, c'est que les Algériens ne sont pas bêtes, ils comprennent très bien que c'est l'horizontalité du régime, du système, de la manifestation, de la protestation, pardon, l'horizontalité du mouvement
qui l'a protégé d'une certaine manière. Et que l'émergence au sein de ce mouvement de leaders aurait débouché sur deux possibilités. La première, c'est qu'ils aillent en prison, et c'est ce qui a été le cas, et ce qui est encore le cas pour un certain nombre de personnalités qui se sont retrouvées en prison. Et la deuxième possibilité, c'est que ces personnalités soient cooptées, intégrées au régime qui, encore une fois, va survivre en faisant le dos rond et en faisant croire qu'il est engagé dans des réformes. C'était ce qui s'est passé après le premier printemps algérien en 1988-89. Je vous rappelle que avant la chute du mur de Berlin, l'Algérie est rentrée dans une transition démocratique avec la fin du parti unique, avec l'abandon des monopoles d'État. Simplement, cette transition à l'époque n'avait pas purgé le système, puisque c'était le président Chadli Benjedid, qui était en poste au moment des émeutes d'octobre 88, qui a continué à présider le pays. Ça, les gens s'en souviennent, savent très bien qu'une transition qui est menée de l'intérieur du système et avec le seul système, elle est vouée à l'échec. Donc on en est encore là. Aujourd'hui, le drame du pays, c'est qu'en 20 ans de Bouteflika, la vie politique a été réduite à sa plus simple expression. C'est un multipartisme de façade, avec des partis infiltrés par les services de sécurité, avec une opposition à qui on a interdit d'avoir une activité partisane normale. Le simple fait de pouvoir se réunir dans une salle, de discuter, était interdit en Algérie et le demeure encore, malgré tout ce qui vient de se passer. Il est très difficile pour la société civile, pour les ONG de militer, d'activer. Donc il ne faut pas non plus s'étonner qu'en face du régime, il n'y ait pas d'initiative politique majeure qui puisse parler, ou en tout cas parler au nom du Hirak. Tout cela pour dire qu'on est dans un processus. On est dans un processus révolutionnaire parce qu'il vise à changer le système, les rouages du système. Est-ce que ça va réussir ou pas? Je n'en ai aucune idée. Simplement, il est encore trop tôt pour juger de l'efficacité de cette dynamique. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'une partie de la population qui s'était totalement désintéressée de la marche des affaires, qui s'était totalement désintéressée de la marche du pays, qui s'était totalement résignée à l'idée que, après Bouteflika, il y aurait un autre membre de la famille, comme on l'appelle, révolutionnaire, en faisant référence à la guerre d'Algérie, eh bien cette partie de l'Algérie, elle s'est réveillée. C'est un pays qui est en marche, qui est en éveil. Il est toujours confronté à des blocages, il est toujours confronté à l'arbitraire, il fait face notamment à des décisions unilatérales qui devraient normalement être contestées par le Parlement, mais le Parlement, qui est le même qui existait sous Bouteflika, ne joue bien entendu pas son rôle. Je pense notamment à l'exploitation du gaz de schiste, je pense à certaines décisions. C'est un bras de fer, mais c'est un pays aujourd'hui qui est actuellement dans une ébullition, à la fois partisane, citoyenne. On voit des ONG s'organiser, des associations s'organiser. Il va y avoir forcément une génération Hirak. Il va y avoir des jeunes qui sont aujourd'hui dans le militantisme, je dirais, apolitique, qui se méfient des partis politiques, et ils ont bien raison de le faire, qui tôt ou tard vont être concernés par une ou plusieurs initiatives. Donc, au moment où je vous parle, on est dans ça. On n'est pas dans l'achèvement d'un processus. C'est pas, je dis souvent que l'histoire n'est pas une connexion Internet à haut débit. Il est normal que le mouvement qui a débuté en février dernier n'ait pas encore débouché sur un profond changement. La transition est engagée et personne n'est capable de dire aujourd'hui combien de temps elle va durer. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention et puis je suis sûr que nous allons avoir un débat constructif autour des points que je n'aurais pas abordés. Il y en a beaucoup, j'imagine, les relations avec la France, etc. Mais bon, voilà. Merci pour votre attention. Merci.
vous voulez poser des questions, on vient de parler des relations avec la France, il y a bien d'autres questions qui pourraient être posées, donc à vous. Je vais poser une question à propos du Soudan. Oui. Est-ce qu'à votre avis, le mouvement populaire au Soudan a été inspiré par le Hirak